La logistique a longtemps été une histoire de camions, de ports, d'entrepôts et de supply chain complexes. Mais demain, elle devient aussi une histoire d'algorithmes, de data en temps réel, d'intelligence artificielle et de décisions qui se prennent plus vite que jamais. Dans cet épisode, nous rencontrons un acteur clé d'un des plus grands piliers agro-industriels d'Afrique de l'Ouest, Hugues Axel Nzi, directeur supply chain de Palmsea, une filiale stratégique du groupe Sifka, leader de l'huile de palme et maillon essentiel de la chaîne de valeur agricole du groupe Sifka. Son rôle: coordonner, prévoir, optimiser et sécuriser l'ensemble du flux logistique, des plantations jusqu'aux unités industrielles, puis jusqu'aux marchés locaux et internationaux. Avec lui, nous ouvrons une discussion essentielle. Comment l'IA va-t-elle transformer la supply chain des prochaines années? Quels métiers évolueront en premier? Quelles données sont vraiment critiques pour une optimisation intelligente? Et surtout, où se situe la frontière entre l'automatisation et la valeur irremplaçable du savoir-faire humain? Parce que dans un monde qui s'accélère, l'avenir ne sera pas seulement automatisé, il sera collaboratif. L'humain plus l'IA, la précision plus l'intuition, la data plus l'expérience terrain. Bienvenue dans Tomorrow, Everything Will Be Human plus AI. Et bienvenue dans la logistique du futur. Bonjour Axel, Bonjour Ahmed. merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Sans prix. Donc, avant toute chose, j'aimerais te demander peut-être de te présenter pour nos auditeurs, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Si tu peux nous dire un peu quel est ton rôle actuel, ton parcours, voilà. Qui est Axel Nzi D'accord. aujourd'hui? Ok, ben merci. Merci pour l'invitation. Alors, Axel Nzi, je suis présentement directeur supply chain dans une filiale du groupe Sifka, qui est Palmsea, qui œuvre dans les plantations de palmiers et production d'huile de palme brute, donc l'huile rouge. Mon domaine à moi, c'est la gestion des chaînes d'approvisionnement, supply chain, donc on dit. Je suis dans ce domaine-là depuis, y compris la formation, on va dire 25 ans. Ok, j'ai commencé ma carrière au Canada, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et depuis 10 ans, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour me mettre au service du pays, comme on dit. Et dans la supply chain, j'ai fait toute ma carrière dedans. Ok, la supply chain, c'est, comme le nom l'indique, hein, chaîne d'approvisionnement, donc il y a plusieurs maillons. Et différentes positions, des achats jusqu'à la distribution, transport. Et j'ai eu la chance, durant ces 20 dernières années, d'occuper des postes aux différents maillons de la chaîne. Et me voilà aujourd'hui à Abidjan, DSC, c'est l'acronyme, Directeur Supply Chain de Pansy. OK, super. Très beau parcours, très inspirant et aucun regret d'être rentré? Aucun, aucun. Comme on dit, hein, jamais mieux ailleurs que chez soi. D'accord, écoute, ça fait plaisir d'entendre. Alors dis-moi Axel, lorsque tu entends, intelligence artificielle appliquée à la logistique, quelle est la première image ou la première idée qui te vient à l'esprit? La première idée, Plutôt opportunité, plutôt défi ou un peu des 2? alors je dirais un peu des deux, plus opportunité que défi. Opportunité dans le sens où ça devrait permettre un boost en termes de productivité, hein, dans les différents métiers de notre domaine, avec l'automatisation et tout ça. Possibilité d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de traiter beaucoup plus de données à la fois. Après, défi du côté, je vais dire peut-être des ressources humaines, dans le sens où c'est quelque chose qui va avoir un impact, qu'on le veuille ou non, un peu négatif sur certains emplois qui seront amenés à disparaître éventuellement, ou à être modifiés de manière assez profonde, sévère, si D'accord, on peut dire. d'ac Donc, dans ce sens-là, mais surtout opportunité, beaucoup plus. d'accord. Très intéressant. Donc on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais j'entends donc potentiellement des emplois supprimés, pas transformés, mais supprimés ou les 2. Oui, les deux. Ouais, Les deux. Ça va demander des reconversions, ça c'est certain. Il y a des métiers qui, une fois l'IA à plein régime et vulgarisé, ne feront plus de sens, à OK. mon avis. Et tu as déjà une petite idée de quels sont ces métiers ou
C'est pas pour alerter, faire peur à tes collègues, mais Non, mais alors pour moi, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. J'y ai été introduit assez récemment, pour dire vrai. Mais de ce que je vois des capacités de l'IA, c'est beaucoup plus l'analyse. Tout ce qui est analyse et aide à la décision. Donc, les postes de type business analyst, de, de planificateur de la demande, planificateur de route, par exemple, dans le secteur des transports. Peut-être pas demain, mais dans quelques temps, quand ça sera vulgarisé, mais l'IA sera capable de faire tout ça pour vous et en une fraction millième de seconde. Les gens qui sont spécialisés dans ça, ils serviront en griffe plus à grand-chose. Il va falloir qu'ils se reconvertissent. d'accord, OK. Donc un vrai sujet. Ouais. D'accord. Mais écoute, justement, puisqu'on entend de parler de métiers qui se transforment, d'IA, ça nous permet de faire la transition donc justement sur, cette partie clé, hein, de notre interview, c'est lié à la transformation justement de la supply chain. Mm. D'après toi, quelle partie donc de cette supply chain pourrait être transformée, heu, en premier par l'IA dans les années à venir? Donc tu as parlé là tout de suite, de planificateur. Donc aujourd'hui, il y a des personnes, donc ce serait intéressant peut-être que tu définisses un tout petit peu les métiers, même sans rentrer dans le détail, mais pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la logistique, on l'utilise tous les jours, hein. Lorsqu'on commande un article en ligne, qu'on est livré à la maison, qu'on commande même un taxi, un VTC, tout ça, c'est de la logistique. Tout à fait. Donc le grand public l'utilise sans forcément avoir conscience, de ce que c'est, de leur impact sur, le quotidien, des gens. Donc ce serait peut-être intéressant à chaque fois que l'on puisse comprendre un peu justement quels sont, ces différents métiers-là, au niveau de la logistique en tout cas, dans les grandes lignes, et surtout aujourd'hui, quels sont les premiers qui vont être donc impactés justement par cette IA? Tu as déjà commencé à nous donner des éléments de réponse, mais ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. D'accord. Alors, logistique, c'est très large. Tu as la logistique du transport, tu as la logistique industrielle. Ce que je connais le plus, moi, c'est la logistique industrielle. Donc, les compagnies manufacturières qui sourcent, transforment, fabriquent des biens qui distribuent. Donc, en amont, tu vas avoir les achats, donc la relation fournisseur, trouver le bon produit en qualité, en temps, etc. Et en interne, une fois que ce produit a été sourcé, il faut pouvoir le transformer. Donc, gestion des stocks, des intrants, planification de production. Et qui dit gestion des stocks dit planification de la demande. Ok, planification de l'approvisionnement. Donc, les personnes qui vont calculer le besoin, qu'est-ce qu'il faut acheter pour pour répondre à la demande. Ça, c'est en interne. Il va y avoir également les métiers qui gèrent la logistique interne, tout ce qui est gestion dans l'entrepôt, mouvement de biens à l'intérieur de l'entreprise, et puis enfin, mouvement de biens de l'entreprise vers l'extérieur. Donc, c'est là que le transport et la distribution entrent en ligne de compte. Donc, vous aurez des métiers d'acheteurs, des métiers de planificateur de la demande, planificateur de l'approvisionnement, gestionnaire de stock, planificateur de production, gestionnaire d'entrepôt, planificateur du transport. Et donc, le mot planification revient souvent, ok, Ouais. en logistique. Et qui dit planification dit gestion des données, analyse de données pour aider à la décision. Donc, selon moi, dans une entreprise où l'IA est très implantée, déjà, elle sera capable de traiter un beaucoup plus grand volume de données qu'un individu planificateur qui, le matin, par exemple, commence à 7h30, il réunit ses différents rapports, ces différentes données. Il prend 2-3 heures pour les mettre à jour, pour commencer à les exploiter à partir de midi. L'IA, le matin à 7h30, tout est déjà prêt. Ouais. Tout est déjà à jour et en bonus, même, elle sera capable de te donner des scénarios. Ok. Ouais. Donc, si tel fournisseur fait défaut, par exemple, chez quel fournisseur tu peux aller, quel sera l'impact sur tes délais de livraison, etc. Enfin, on peut déployer presque à l'infini. Donc, tous ces métiers-là qui traitent des données historiques, des données de marché, de consommation, etc., pour aider à la décision,
ces métiers-là vont être les premiers à être impactés. D'accord. OK. Donc, on note, hein, depuis le début de l'entretien un véritable impact donc au niveau des différents métiers en fait, hein, Mmh. donc de la logistique. C'est récemment que vous avez commencé peut-être à travailler avec l'IA, donc à titre personnel, tu as commencé à travailler avec l'IA et si tu devais donner en fait des données idéales Mmh. pour qu'il y ait une amélioration notable au niveau de la performance logistique, lesquelles ce seraient? Est-ce qu'on serait plutôt sur les données en temps réel? Est-ce qu'on serait donc, au niveau de l'historique des données? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on l'a dit, hein, au niveau même des différents métiers là maintenant de l'informatique, de tout ce qui est donc traitement des données, BI et tout et cetera, on a souvent été dans le passé. Aujourd'hui, en termes de données analytiques, on a la possibilité d'aller maintenant dans le futur, donc données prédictives. Tout à fait. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour toi à travailler en fait aujourd'hui donc de solutions basées sur l'IA? Ça serait une combinaison des 3, on va dire. Parce que pour prédire, il faut savoir quand même qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est les données historiques. Ouais, Qu'est-ce qui se passe, c'est les données en temps réel. Après, en entreprise, on est dans un microcosme où on n'est pas seul. Donc, il y a de la concurrence, il y a le marché même, les clients, etc. Donc, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, pardon, de notre organisation. Donc, il faut des données historiques pour pouvoir dégager des tendances, des cycles, pour prédire qu'est-ce qui pourrait arriver, mais il faut être également capable de s'ajuster le plus rapidement possible, donc être idéalement en temps réel. Donc, vous mmh, savez qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, ça vous donne une indication, avec les modèles mathématiques et tout ça, qui peut vous permettre de calculer qu'est-ce qui devrait arriver, mais en plus de cela, aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez ces remontées d'informations-là, ça vous permet d'ajuster plus rapidement. Et puis également, comme j'ai dit, les données du marché. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de votre organisation? Il faut toutes ces informations, toutes ces données-là, pardon. d'accord. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà fait en logistique, dans le domaine de la logistique? Alors, oui, mais pas partout et pas dans toutes les organisations. OK. Je pense que quand on va regarder au niveau du transport international quand même, où il y a une certaine maturité en termes de technologie, avec des choses comme blockchain et tout ça qui suivent la traçabilité en fait des expéditions, des produits et tout, forcément c'est du temps réel. Ok. Après, tout ce qui va être historique, ça va être les différentes routes, par exemple, qui sont suivies par les transports, lesquelles sont les plus rentables, lesquelles posent le moins de risques d'accidents ou dans le cas du transport maritime, de piraterie, ce genre de choses. Donc, vous avez des données historiques, le nombre de voyages tu as suivi telle route, il vous faut les avoir. Si vous avez uniquement le temps réel, bon, vous pouvez vous naviguer un peu à vue. Mmh, Et puis, les données du marché, qu'est-ce qui se fait chez la concurrence, etc. d'accord. Et du coup, avec donc l'arrivée de cette nouvelle technologie, hein, on a déjà abordé cette, capacité à aller plus vite, à traiter plus d'informations. Quelle serait pour toi donc justement la place de l'humain dans tout ça? Alors, la place de l'humain va, comme je dis, va changer dans le sens où, de ce que je sais en tout cas de l'IA, dans un premier temps, tout ce qui est aide à la décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là qui aura le plus fort impact. Donc, l'humain aura une place plus, j'allais dire, de décision suite à des propositions de l'IA. D'accord. Donc l'humain ici serait plutôt du type analyse stratégique. Donc prise de décision, Oui, analyse je stratégique. vois plus l'IA comme le nouvel analyste stratégique en réalité. D'accord, Parce que c'est l'IA qui va, comme je dis, capter les données, les traiter et puis faire des propositions avec des simulations, etc., à un décideur pour lui dire, écoute, tu as telle problématique avec ta production, par exemple. Voici qu'est-ce qui arriverait si ceci, si cela. Donc, je te d'accord. présente les différents scénarios. Selon moi, le scénario optimal est celui-ci, mais l'IA ne pourra pas décider d'exécuter. Donc, l'IA va proposer, l'humain va valider OK. et exécuter.
À OK. moins que vous soyez dans un environnement ultra robotisé, par exemple, où cette digitalité tout le long et qu'il n'y a pas vraiment d'intervention humaine, ça, je pense qu'on est encore loin de ça ici. Peut-être dans les pays asiatiques, j'ai cru comprendre que là-bas, il y a des endroits qui sont no men, il n'y a que de la machine. Mais voilà, donc l'humain sera vraiment dans le choix des décisions à appliquer et dans l'exécution. D'accord. Effectivement, ça peut être un peu angoissant. Bah, quelle est, l'évolution des différents rôles avec l'IA? Donc je parle des métiers d'analyste. Tu as un peu répondu à ma question au début d'entretien, hein. Les métiers de coordination de terrain, est-ce qu'eux, ils vont rester? Coordination de terrain peut-être, mais le métier d'analyste, voilà à quoi ressemblerait le quotidien d'un planificateur logistique. Moi, naïvement, peut-être, je m'imaginais, que il allait être épaulé par l'IA. Hmm. Mais de ce que j'en entends, aujourd'hui, c'est plutôt que son métier voit disparaître. Je me trompe peut-être, hein, tu me corriges? Il va, alors, à disparaître, oui et non. À être transformé, certainement. Parce que, comme je le disais, et, tu prends le cas d'un un planificateur de production aujourd'hui. Qui n'a pas d'outil de planning très évolué, qui a peut-être juste un MRP. Tu sais c'est quoi un MRP, j'imagine? Mmh. Material Requirement Mais, Planning. oui, ouais, ce serait intéressant pour les auditeurs Ah, ben oui, de oui, voilà. oui, oui, oui. Un MRP, c'est un système de planification, généralement qui est arrimé à un système de gestion d'entreprise qu'on appelait les ERP, qui va permettre de planifier l'approvisionnement des pièces, des intrants de production par rapport à un planning intégré dans le système, qui lui-même est dégagé à partir des commandes, des besoins des clients internes ou externes, selon des prévisions de consommation. Ok. D'accord. Donc, d'un côté, vous avez les prévisions de consommation, de l'autre côté, vous avez des intrants qui rentrent dans la fabrication d'un produit X. Donc, le MRP fait les différents calculs pour déterminer quelle quantité des différents intrants il vous faut commander à un temps X pour produire votre bien et répondre à la demande. En gros, c'est ça. C'est un peu plus compliqué, mais in a D'accord. nutshell, comme on dit, c'est ça. OK. Voilà. Donc, un planificateur qui a un outil de base comme ça, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est obligé, en commençant sa journée, d'aller faire le point de qu'est-ce qui s'est passé hier. Donc, il va aller sortir ses différents rapports de production, de vente de la veille. Il va mettre ses stocks du jour à jour. Il va se rapprocher de la direction commerciale pour savoir quelles sont ses prévisions d'enlèvement de la journée, etc., etc. Ce travail-là, il est chronophage. Il ne se fait pas en une demi-heure. Pour un plan de production complet d'une entreprise qui produit des centaines, des milliers de produits chaque jour, tu imagines un peu le temps que ça peut demander. Alors, imagine maintenant que tu as une IA fully fonctionnelle, arrimée à un MRP, un ERP dans l'entreprise. Ben, le type, il vient, il a déjà toutes les données que j'ai mentionnées qui sont prêtes à jour et il a un plan de production. Des fois même, il doit en avoir plusieurs, avec différentes simulations. On va lui dire, bon, OK, pour aujourd'hui, voici ce qu'il faut faire, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Donc, là où on avait besoin de ce gars-là pendant 8 heures de temps dans la journée à faire ce boulot de data crunching et puis de traitement des données pour fournir de l'information, dès le début de sa journée, il est déjà en mode exécution. Donc, on n'aura plus besoin de quelqu'un, d'un technicien pour faire ces différentes tâches j'allais dire, de recherche et d'actualisation des données. On aura besoin d'un manager qui connaît le business juste pour prendre la bonne décision. Donc, le poste peut-être de planificateur de production va disparaître. Si celui qui l'occupe n'a pas les skills de manager pour pouvoir prendre les décisions, ben, on va devoir le remplacer. Pour ne pas qu'il perde son boulot, il va falloir qu'il se mette à jour. OK, super. Donc il y a une évolution. Il y Ouais, a, voilà. ouais. Donc il y a une Donc, voie de sortie, entre il guillemets. y a une voie de sortie. Et cette voie de sortie-là, forcément, elle passe par le fait de se mettre au goût du jour, OK. de se former. Sinon, s'il reste sur ses acquis, ben là, il va perdre son boulot.
Parce que l'IA arrive demain, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment, en dehors de travailler sur ces différents fichiers Excel de mise à jour de données, il ne sait rien faire d'autre. On va devoir le remplacer. D'accord. Quoique l'IA est déjà là. Ben, là, D'accord, d'accord. Écoute, en tout cas, au moins, il y a là ces petites touches positives, hein, donc c'est-à-dire que, il y a une possibilité donc de faire évoluer bien, justement, bien, ces fonctions-là, ce travail-là. si ceux qui occupent ces fonctions qui sont en griffe menacées aujourd'hui prennent les devants pour se former, pour comprendre qu'est-ce qui les attend demain, ils pourront se recycler et demeurer, comment on dit les Anglais disent relevant, demeurer De rester pertinent. pertinent Oui, dans la machine. OK, Donc, ce n'est d'ac pas une fatalité. OK, et du coup, selon toi, quel serait le rôle qui resterait profondément humain dans tout ça, dans tout ce changement à mon sens? Les rôles d'exécution, il faudra toujours des manutentionnaires, à part, comme j'ai dit, dans des environnements totalement robotisés. Il faudra toujours des manutentionnaires, il faudra des chauffeurs, il faudra des magasiniers, il faudra voilà, tout ce qui est métier terrain, OK? Mmh. En aval, pardon, en amont, il va y avoir tout ce que l'IA fait, donne comme information, donne comme suggestion pour l'aide à la décision, mais après, il y a l'exécution. Donc, ces métiers-là, selon moi, sont encore là pour durer. OK? Mmh. Et aussi, je me dis tout ce qui est communication, parce que vous pouvez avoir une IA, mais il faut continuer à communiquer en interne de l'entreprise, mais également en externe, avec les fournisseurs, etc. Donc, les commerciaux, fournisseurs et clients, les commerciaux, il en faudra toujours pour aller vendre le produit, même si vous avez l'IA la plus performante. Oui. Donc, ce genre de métiers-là, je pense, sont encore là pour durer. Au final, rien ne remplace le contact humain. Exact. Et autre petite digression que je vais faire, euh, qui, pour les gens qui ont vécu à l'extérieur, en Occident, aux États-Unis, au Canada, etc., qui n'a jamais été irrité quand il appelle sa banque ou qu'il appelle l'agence du revenu pour avoir une information et qu'on lui balance une séquence de messages automatisés. Ça, il n'y a rien de plus irritant que ça. On aime pouvoir parler à un agent. Et je pense que il y a Là, quand on parle d'agent, on va parler d'agent humain. Alors maintenant, il y a l'agent IA. oui, effectivement, un agent Ouais. humain qui... Voilà. Je pense que ça, il va toujours nous falloir ça. Sinon, ça va être compliqué. D'accord, et aujourd'hui, tu estimes qu'on est arrivé ou peut-être on est proche, hem, de faire assez confiance à une IA pour, accepter ses recommandations? Tu en as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui, donc tu es un manager en logistique qui va avoir donc, des propositions faites par une IA. Mhm. Donc est-ce que tu penses aujourd'hui que on a un niveau de maturité nécessaire pour que, les personnes fassent confiance donc à ces recommandations faites par l'IA? Je pense que... Je vais rendre la question beaucoup plus personnelle. Est-ce que tu ferais, toi, confiance à des recommandations faites par l'IA? oui, oui, je ferai confiance parce que comme on dit garbage in, garbage out, hein. Donc, une IA à qui je demande de me faire des prévisions de consommation, à qui j'ai donné pour cela, on a parlé tout à l'heure d'historique de données. Je lui ai donné un historique de consommation, mais qui était mauvais. Je sais pertinemment qu'il était mauvais. Je ne vais pas m'attendre à ce que l'IA me donne en sortie mieux que ce que je lui ai donné en entrée. Par contre, je pense que l'IA, avec des bonnes données en entrée, est capable de vous suggérer, de vous donner des propositions qui sont plus fiables que l'humain, parce que, bon, je pense qu'en termes de fiabilité, de risque d'erreur, on est mieux au niveau de l'intelligence artificielle que de l'humain. Ça, c'est peut-être une mauvaise perception, mais c'est ma perception. Je pense que l'être humain fait plus facilement des erreurs que l'intelligence artificielle. Mais pour l'intelligence artificielle, tout dépend des données que vous lui donnez en entrée.
D'accord. Ouais. Mais pour répondre à ta question, oui, je ferai confiance. Après, étant spécialiste quand même dans mon domaine, même sans IA, aujourd'hui, je prends des décisions. Donc, si elle me donne une information qui ne fait pas de sens pour moi, je vais le savoir. OK. Donc, il ne s'agit pas non plus de dire l'IA fait tout le boulot, on met n'importe quelle personne là pour traiter l'information que l'IA lui donne. Il faut OK. quand même avoir des gens qui savent de quoi il s'agit, qui ont quand même la connaissance du métier Oui. dans lequel ils sont. On l'avait abordé lors d'un épisode précédent justement et on parlait de recul nécessaire à ce que l'IA, vous fournit comme information. C'est ça, Donc il faut à minima connaître son métier. tout à fait. Voilà et derrière on a donc, idéalement, hein, ce recul, pour pouvoir appréhender un peu les informations. Alors, quel conseil tu donnerais à un professionnel justement de la logistique, pour, pour maintenir sa place en fait, hein, dans tout ce chamboulement? Est-ce que tu aurais des conseils? Tu en as, tout à l'heure tu as esquissé quelques Mhm. petites, Ouais, ouais. Formation. Il ouais, faut se former. Ça, c'est la base. Il faut se former, savoir qu'est-ce qui se passe, se documenter, hein, pour déjà, premièrement, faire tomber les appréhensions qu'on peut avoir par rapport à l'IA, se rapprocher de gens comme toi, par exemple, qui en connaît beaucoup plus sur la chose. Donc, il y a des mythes, tu as parlé de mythes et de réalités. Donc, se frotter vraiment à la chose pour se faire sa propre opinion et puis faire tomber les mauvaises perceptions qu'on a et se former pour savoir dans son secteur d'activité, dans son corps de métier, quelles sont les applications de l'IA et se préparer pour demain en se formant. Je ne vois pas d'autre chose. ouais. Et du coup, en parlant d'avenir, est-ce que pour toi, justement, les solutions à venir de l'IA dans la supply chain, hein, donc dans le domaine de la logistique, vont être coportées par des grandes entreprises comme Palmsy et des startups, plus par les grandes entreprises ou des startups? Comment est-ce que tu vois les choses, justement? Est-ce que vous, par exemple, vous avez cette volonté de l'intégrer? Parce que j'entends que tu l'utilises à titre personnel, l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez peut-être pas encore au niveau, de ton entreprise. Mm. Comment est-ce que tu vois justement ce futur-là? Alors, c'est ta question intéressante parce qu'il y a quelques jours, justement, j'ai fait une présentation à la direction générale sur la stratégie supply chain à déployer pour 2026. Et en chaîne d'approvisionnement, on a 5 niveaux de maturité, ok, tant du point de vue des pratiques que des technologies qui sont utilisées. Donc, pour te donner un exemple, au niveau 1, on est dans le manuel à 100%. Ok, c'est du Excel qui gouverne, il n'y a pas de ERP, etc., etc. Quand au niveau 5, on est dans des environnements hyper digitalisés avec de l'IA qui fait, comment dire, qui pilote un peu les différents processus et activités. Je ne vais pas dire à quel niveau Pansy est aujourd'hui, mais un des aspects de la présentation, c'était de dire que du niveau auquel on est aujourd'hui, on souhaite monter de X pour se retrouver dans 3 ans à un niveau de maturité qui est plus élevé. Et celui que je vise en tant que DSC, c'est un où on est quand même à un niveau avancé de digitalisation avec utilisation de l'IA, particulièrement l'IA prédictive euh, pour les prévisions de consommation de nos produits. D'accord. Donc, Donc mieux vous arrivez à prédire, mieux vous arrivez à ajuster la production, mieux vous arrivez à ajuster en fait les délais de livraison et l'acheminement absolument. Parce que des produits. souvent dans les entreprises manufacturières du type de Pansy, qui sont multisites et multiproduits, avec des milliers et des milliers de produits utilisés sur des fois des dizaines de sites différents, il y a des gros enjeux en termes d'inventaire. Donc, Oui. les niveaux de stock qui peuvent être très importants et peuvent représenter beaucoup d'argent, beaucoup d'obsolescence, de surstockage.
Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de vos consommations, vous pouvez avoir tendance à trop acheter ou pas suffisamment. Et si vous n'achetez pas suffisamment, vous pouvez arrêter votre outil de production, ce qui est la pire des choses. Donc, aujourd'hui, la façon dont on fait cette planification-là, c'est relativement manuel, mais moi, j'ai pour ambition d'arriver à un stade où on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour nous donner des niveaux de précision beaucoup plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. J'ai fait des tests. J'ai fait des tests en prenant des données historiques sur, disons, 24 mois, et non, 36 mois, et en donnant à l'IA, par exemple, les 24 premiers mois d'historique, et en lui disant, donne-moi le forecast sur les 12 prochains mois. Ok. J'ai déjà les 36 mois, ils sont passés, donc j'ai la réalité. Fais les calculs, et pour les 12 mois en question, c'était pas parfait, mais c'était très bon. Ok. Donc, c'est pour dire que c'est possible. Maintenant, il faut voir comment, quels outils utiliser, mais je pense que le côté analyse prédictive, là, pour ce qui est de mon métier à moi, c'est ce qui est le plus à portée de main, on va dire. D'accord, super. Mais, du coup, Axel, est-ce que justement tu aurais une ressource, hein, donc un livre, un podcast, un outil que tu recommanderais pour mieux comprendre justement l'évolution future de la logistique avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu aurais quelque chose à recommander? Oui, absolument. Je suis tombé sur, dans mes recherches hein, online, sur un livre, bon, il est en anglais, qui s'appelle Supply Chain and AI. Ok, Transforming Logistics and Operations in the Digital Age. d'accord. Ok. Donc Ouais, en français, ça va être Supply Chain et Intelligence Artificielle. Transformer la logistique et les opérations à l'ère digitale. ok. Donc ce livre-là, il a des études de cas, par exemple, sur des grandes entreprises comme FedEx, notamment les DHL et tout. Ouais, Qu'est-ce qui a été implanté dans ces entreprises-là en termes d'intelligence artificielle? Quels ont été les résultats obtenus? C'est très au goût du jour. Ça part vraiment des dernières technologies dans le domaine. Je ne l'ai pas encore parcouru, mais ça m'intéresse et je pense que de ce que je vois comme reviews, ça a l'air d'être un très bon livre. super, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour la recommandation. Santé. Donc, on touche à la fin de notre entretien. Donc avant de te poser ma dernière question, je vais proposer donc, à nos auditeurs et à nos spectateurs, puisqu'on est à la fois, donc sur les plateformes de podcast et aussi, sur YouTube, pour suivre, l'actualité de monsieur Axel Nzi, Hugues Axel Nzi, en entier. Vous pouvez suivre son lien LinkedIn en bas de l'écran qui s'affiche. Et Axel, merci beaucoup d'avoir répondu, à notre invitation. Je le rappelle, hein, le titre de ce podcast, c'est Tomorrow Everything Will Be Human plus AI. Donc pour nous, l'humain a un rôle central à jouer dans cette transformation donc à l'ère de l'IA. Et pour garder une touche, je l'espère, optimiste, pour toi, demain, qu'est-ce qui restera profondément humain à l'ère de l'IA? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est en termes de métier, hein. En termes de métier, en termes de valeur, mais oui, en termes de métier. Oui, en termes de métier, tout ce qui doit être au contact du client. D'accord. Donc, le service à la clientèle, tout ce qui est communication, autant interne qu'externe. De plus en plus, c'est vrai qu'on voit des applications de service à la clientèle. On sait que c'est de l'IA qu'il y a derrière, mais ça n'est pas applicable à tous les domaines. Ouais. Ok. Vous allez prendre ici en Côte d'Ivoire, par exemple, pour ne pas les citer, je pense que la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, utilise un service d'IA pour le service à la clientèle. Quand vous envoyez un WhatsApp, les questions, quand vous savez que ce n'est pas un humain, on le sent. Ouais. Mais je veux dire, dans des secteurs comme tout ce qui est mode, il faut du contact humain. Et je Ouais. pense que ces secteurs d'activité-là sont les plus nombreux. Donc, métier, pour résumer, qui a besoin d'être au contact du client,
premièrement, et puis les autres qui sont dans l'exécution des opérations. Je pense OK. que ça, on ne peut pas s'en passer. D'accord. D'ici 200 ans, quand tout sera entièrement digitalisé, mais encore pour un bon bout de temps, le métier d'exécution pour ce qui est de la logistique, il va encore falloir que ce soit des humains. D'accord, super. Bah, écoute, sur cette touche, je vais te remercier. C'est moi qui Merci remercie. beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de Tomorrow Everything Will Be Human plus AI. Tomorrow, everything will be